de projet sur les sujets d'adaptation au changement climatique au CEREMA, et Antoine Poincaré, qui est directeur général de la Climate School. En 2 mots, est-ce que je peux vous laisser chacun plutôt vous présenter en un peu plus que 2 mots et présenter Ouais. vos structures respectives, même si on ne présente plus le CEREMA et la Climate School, mais sait-on jamais? Ouais, c'est pas sûr. Pour ce qui est du CEREMA, c'est un établissement public, le CEREMA, qui travaille sur les questions de transition écologique au sens large et d'adaptation plus spécifiquement pour les collectivités territoriales, notamment pour tous les acteurs publics, hein. C'est vraiment la cible pour laquelle on travaille. C'est un expert de l'adaptation aussi, le CEREMA. Et donc, il y a aujourd'hui 2500 personnes dont je fais partie qui peuvent accompagner très concrètement des collectivités qui souhaitent s'engager dans des démarches, dans des projets de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. Moi, je travaille, donc je suis Nicolas Beaupied, je travaille pour une direction nationale qui est basée à Lyon, qui s'appelle Territoire et Ville, et qui pilote un certain nombre de projets, de dispositifs nationaux en lien avec différents partenaires. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le CEREMA et sur moi-même. Merci Nicolas. Et moi, Antoine? bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Poincaré, je travaille à Climate School. Donc, on est un organisme de formation sur les sujets de la transition, un petit peu pour les collectivités locales, mais beaucoup pour les entreprises. Et donc, on a traité les 2 grands piliers de la transition, c'est-à-dire à la fois décarboner et pour réduire les effets du changement climatique le plus possible et s'adapter pour se préparer aux effets qui vont quand même avoir lieu. Et de plus en plus, depuis quelques années, on travaille sur ces sujets d'adaptation. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Donc, on a la chance d'avoir 2 personnes qui accompagnent 2 types de structures assez différentes. Donc, d'un côté, les collectivités territoriales et de l'autre côté, plutôt les entreprises. Et nous, côté Ma Petite Planète, donc moi, je suis la cofondatrice de l'association Ma Petite Planète qu'on a créée il y a 5 ans. On s'est donné comme mission de sensibiliser et de faire passer à l'action un maximum de personnes autour des enjeux de transition écologique. Et pour le coup, on accompagne différentes cibles. Donc, on fait à la fois des prestations de services pour les entreprises et les collectivités pour mobiliser leurs équipes autour des enjeux de transition écologique, d'adaptation, de RSE pour les entreprises. Et ça nous permet de proposer le même format gratuitement dans les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler juste après. Du coup, le sujet du jour, c'est climat, s'adapter pour mieux durer. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, bienvenue encore à ce webinaire. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez le faire, vous pouvez nous dire où vous êtes et quelles sont vos attentes concernant ce webinaire. Comme ça, on sait un peu comment s'adapter. Donc il y a des personnes qui ont envie d'avoir des exemples concrets, des leviers d'action. On va faire de notre mieux pour répondre à ces attentes-là. Du coup, pour le dérouler, pour que vous sachiez un peu comment ça va se passer, donc il y aura une petite introduction sur le sujet de l'adaptation. On va parler un peu du coût lié à l'inaction l'inaction face aux enjeux de réchauffement, de dérèglement climatique, et on va vous donner des exemples assez concrets d'entreprises qui s'adaptent justement. On va parler de ces sujets-là aussi sur les territoires, donc là ce sera plutôt la partie de Nicolas, et ensuite on va essayer de vous donner des exemples un peu concrets de choses qui ont pu fonctionner sur certains territoires, dans certaines entreprises, et que vous pouvez éventuellement répliquer. Et donc on prendra à la fin toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat que vous avez bien identifié, je crois, en bas à droite. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance sur le sujet de l'adaptation. Donc, si on a choisi ce sujet-là, c'est parce que je pense que vous l'avez toutes et tous peut-être vu, entendu, ou en tout cas, sinon c'est l'occasion de le rappeler. Mais donc en juin, il y a un groupe de chercheurs qui a un peu confirmé le fait que ça deviendrait très compliqué, voire impossible de limiter le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés, qui était l'objectif suite aux accords de Paris. Donc, face à ce constat-là, on se dit que bon, c'est bien de mettre en place plein de mesures d'atténuation pour justement limiter le réchauffement climatique, mais qu'il faut peut-être aller un peu plus loin, ou en tout cas aborder le sujet sous un
un autre angle, pardon, qui est celui de l'adaptation. Parce que les impacts, voilà, on les voit, ils sont réels. On vous a mis quelques exemples. C'est pas forcément les plus réjouissants pour un vendredi fin de matinée, mais on peut plus faire comme si on les voyait pas parce que c'est sur nos territoires, c'est proche de nous. On l'a vu en 2024 avec donc il y a une multiplication d'événements extrêmes. On l'a vu en 2024 avec les inondations, notamment à Valence, et donc c'est le moment pour les entreprises aussi de s'adapter et de ne plus être uniquement dans une posture de réaction et plutôt d'anticiper un peu ces changements et l'impact que ça peut avoir sur, je parle des entreprises, mais aussi des collectivités, d'ailleurs, on va le rappeler, mais sur l'impact que ça peut avoir sur les territoires, sur l'activité économique. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voilà, comment on sort de cette posture réactive, comment on fait face à ces différents chocs et comment on avance sur le long terme aussi, puisque là, on voit bien que les questions et ces événements extrêmes, c'est pas quelque chose qu'on peut changer à très court terme. Voilà, en 2 mots, on va essayer d'aborder ce sujet sous 4 angles. Enfin, sous 4 angles, on va essayer dans nos échanges de rappeler un peu l'impact que ça peut avoir sur les entreprises et les territoires, à la fois sous l'angle de l'approvisionnement. Donc, on l'a vu avec les exemples. Avec l'exemple par exemple de la sécheresse qu'il y a eu au Texas en 2022, donc une grosse sécheresse qui a eu un fort impact sur l'industrie textile, étant donné que le Texas est un gros producteur de coton. Et donc en fait, il y a eu une grande sécheresse qui a fait qu'il y a eu moins de production de coton, et donc ça a un impact sur la hausse des coûts de cette matière première, et donc sur l'industrie textile en général. On va essayer de voir aussi côté production les interdépendances qu'il peut y avoir aussi entre le dérèglement climatique et le cycle de production. Donc, ça va toucher les ressources, comme on l'a dit juste avant, ça peut être la sécheresse, les ressources en eau, etc. Mais on voit aussi que l'impact que ça a sur la production, c'est à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Donc, on vous a remis un exemple qui est assez concret, qui est encore plus proche, c'est celui de la grosse canicule qu'il y a eu à Londres en 2022 et qui a eu des impacts sur les data centers et notamment ceux de Google et de Oracle. Donc, ça touche vraiment tous les secteurs d'activité, ça touche même le numérique. Donc, personne n'est exempt. Et puis, ça, c'est peut-être... Mathilde, je t'interromps une seconde là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une canicule qui est importante pour l'Angleterre, mais petite vue de France. On parle de température qui était à 32, 33 degrés. Donc, quand on les regarde et que nous, on est habitué maintenant à ces températures-là, on a tendance à se dire, bon, ça va, les Anglais vont s'en sortir. Et en fait, non. Tu n'as pas les clims, elles ne sont pas assez entretenues, les data centers ne tiennent pas. Et effectivement, les gens ont vu leur compte en banque plus marcher pendant quelques jours parce que les data centers lâchaient. Donc, ça illustre bien le caractère relatif, je trouve, de ce qu'est l'adaptation, même sur les températures auxquelles nous, on est habitués chez nous. Tu as raison de le préciser, en effet. Un sujet peut-être qui est plus tangible et qu'on voit peut-être un peu plus souvent, c'est l'impact que ça a sur la santé et la productivité des salariés, notamment les fortes chaleurs. Je vous ai remis les données les plus récentes que j'ai trouvées qui ont été repartagées récemment par Vers le Média sur le fait qu'ils estiment à 650 milliards le nombre d'heures de travail qui sont perdues à cause des fortes chaleurs. J'ai fait mes petits calculs, ça représente, je crois, environ 350 millions d'années perdues, donc 350 millions de personnes qui, pendant une année, ne travailleraient pas. Donc et on est à peu près à 30 millions de travailleurs en France, donc ce serait 10 fois les travailleurs de France qui ne travailleraient pas pendant une année, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu. Et puis, ça a des impacts aussi, enfin, sur le marché, les modèles d'affaires, puisque tout est déréglé, notamment les saisons, c'est peut-être la chose la plus tangible. Et donc, ça va avoir des impacts sur comment on produit, à quel moment, comment on distribue, etc. Je fais cette introduction assez rapidement, puisque je vais plutôt laisser la parole dans un premier temps à Nicolas pour introduire aussi le sujet et pour nous parler notamment de la différence entre atténuation et adaptation. Si tu veux bien prendre le relais. Oui, merci Mathilde pour cette introduction. Effectivement, en préparant ce webinaire avec Antoine et Ma Petite Planète, on disait qu'il était utile potentiellement de rappeler finalement à la fois ce qui distingue l'atténuation de l'adaptation, et puis aussi de dire, et peut-être même de marteler le fait que ces deux notions sont vraiment
parfaitement complémentaires, il ne faut surtout pas les opposer. L'atténuation du changement climatique, c'est tout ce qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc les causes finalement du changement climatique, pour tenter de limiter le réchauffement tel qu'on le connaît d'ores et déjà au niveau mondial. Donc ça, c'est l'atténuation. Et puis l'adaptation, c'est de tenter de faire face aux effets, aux conséquences du changement climatique, plutôt au niveau national, local. Et donc c'est aussi pour ça que dès lors qu'on parle d'adaptation, on parle aussi beaucoup de territoire. J'y reviendrai. Et donc, d'un côté, avec l'atténuation, on agit sur les causes du changement climatique. Avec l'adaptation, on tente de gérer, tant bien que mal, je dirais, les conséquences du changement climatique. Et c'est là que, évidemment, il est important de considérer l'atténuation comme une mesure, en tout cas une action qui est absolument prépondérante finalement, puisque chaque tonne de CO2, on parle beaucoup de CO2 hein, quand on parle de gaz à effet de serre, qui est émise, va contribuer au réchauffement climatique. Et donc, on peut parfois avoir ce débat, ou en tout cas, c'était le cas il y a quelques mois ou quelques années, de dire est-ce que l'adaptation, c'est finalement un renoncement à l'atténuation et à tout ce qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre? Et donc, évidemment, la réponse est non. L'idée, c'est de continuer absolument à tenter d'atténuer le changement climatique pour que l'adaptation reste possible, envisageable, gérable en vérité. Et pour réduire la vulnérabilité des territoires, des organisations, des écosystèmes, il faut que ce changement climatique reste, je dirais, dans des proportions à peu près tenables pour, encore une fois, nos organisations. Et c'est là que on voulait vraiment rappeler ces termes un petit peu introductifs et pour redire à quel point, là, on va parler d'adaptation, comment on gère, encore une fois, ces conséquences du changement climatique. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas oublier l'atténuation. Voilà. Peut-être sur la slide suivante, Mathilde. Ouais. Oui, tu as raison de le rappeler d'ailleurs, parce que je disais, voilà, on a eu ce constat de on peut pas, les 1,5 degrés ne sont pas atteignables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à essayer d'atténuer. Ouais, c'est ça. Et d'autant que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un effet adaptation, en France en tous les cas, lié justement peut-être au plan national d'adaptation qui est sorti l'année dernière, qui est lié aussi voilà, à une prise de conscience hein, sur le fait qu'on avait déjà, je dirais, dans le viseur des vagues de chaleur intenses, des inondations qui se répétaient et tout un tas de phénomènes liés au changement climatique. Donc ça devient aussi plus concret. Mais pour autant, il ne faut pas oublier l'atténuation qui reste extrêmement importante. Il ne faudrait pas que ça devienne à l'inverse un peu le parent pauvre de la transition écologique. L'adaptation a été pendant plusieurs années, peut-être même décennies, un peu le parent pauvre de la transition écologique. Aujourd'hui, ça vient sur le devant de la scène, l'adaptation, et donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier l'atténuation. Voilà. Ce que je peux dire par rapport au cadre national qui a été posé donc l'année dernière sur l'adaptation, c'est qu'il est assez structurant. C'est vrai ça manquait terriblement en France. Il y a eu des plans nationaux d'adaptation au changement climatique, 1 et 2, ces dernières décennies, qui ont été établis, mais qui manquaient finalement sans doute d'ambition. Et voilà, ça fait écho à ce que je disais précédemment. Et donc l'année dernière, le plan national d'adaptation version 3 est sorti et a pris finalement pour partie d'inscrire dans chacune des mesures de ce plan national d'adaptation une trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle la TRAC. On manipule beaucoup d'acronymes, je vais quand même essayer d'éviter de trop justement les répéter, mais malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de cette trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique et vraiment l'alpha et l'oméga du plan national. Et donc, cette trajectoire, elle dit que la France, à l'horizon 2100, va connaître donc un réchauffement de plus 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, ça veut dire évidemment qu'on pose là un référentiel, un horizon sur ce que va être le réchauffement climatique en France à l'horizon 2100, en passant par des paliers, hein,
En 2030, c'est plus 2 degrés. En 2050, c'est plus 2,7 degrés. Ça donne à la France, alors pas un objectif, évidemment. L'objectif, c'est pas un objectif d'atteindre plus 4 degrés. On aimerait pouvoir ne pas l'atteindre en quelque sorte. Mais en tous les cas, ça donne un cadre d'action dans une France qui sera forcément différente avec cet horizon de réchauffement et d'assurer, oui, la cohérence de toutes les actions qui vont être menées à tous les niveaux pour tout type d'organisation. On le voit juste après, tu nous as mis des illustrations. Oui, ça, c'est des illustrations que je reprends du ministère qui nous disent à quoi pourrait ressembler la France à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Est-ce que il va être agréable finalement quand on habite à Lille d'avoir le climat de Bilbao ou quand on habite du côté de Marseille d'avoir le climat de Séville? On pourrait se dire que oui, finalement, en termes d'attractivité touristique, c'est pour certains, ça peut être une opportunité. Mais comme tu l'as dit en introduction, on n'est pas, nous, en France, en tout cas, préparés à vivre avec ces climats-là. Nos villes ne sont pas du tout structurées pour, je dirais, accueillir ces niveaux de réchauffement. Nos organisations non plus, les activités économiques ne le sont pas, notamment l'activité agricole, clairement, que tu as un peu évoqué tout à l'heure. Et donc, ça va transformer forcément les territoires, les villes. Et c'est là qu'il faut pouvoir s'y préparer, anticiper et pas être dans la réaction, justement, comme tu l'as dit, puisque il y a un certain nombre d'impacts qui vont augmenter. On le voit aussi sur l'infographie à droite, en termes de feux de forêt, de niveau d'enneigement. On parle d'activité économique aussi avec niveau d'enneigement et de gestion de la ressource en eau, qui va là aussi être modifié assez largement dans ces prochaines décennies. Et puis de sécheresse qui, évidemment, touche là aussi notamment l'activité agricole, particulièrement. En effet, on parlait de multiplication des événements extrêmes. Donc là, on a quelques illustrations que tu nous as mis. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas citer tous les chiffres. Il y en a beaucoup et on pourrait effectivement passer du temps à donner des chiffres, mais je suis pas sûr que ce soit ça qu'on retienne à la fin. En tout cas, puisque tu le disais, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène de voir tous ces chiffres, tous ces impacts qui vont toucher la France. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a malgré tout des moyens d'action et c'est peut-être sur la slide d'après que je pourrais en parler. En gros, le plan national d'adaptation au changement climatique, il nous propose, depuis donc mars 2025, il nous propose à nous, acteurs publics, entreprises, citoyens, aussi des leviers d'action, ou en tout cas, il propose que ces leviers d'action soient un peu renforcés à travers notamment les 5 axes qui sont voilà, la structure même du plan national: protéger la population, assurer la résilience des territoires, des infrastructures, des services essentiels, adapter les activités humaines, protéger notre patrimoine naturel et culturel, mobiliser les forces vives de la nation. Donc, ce plan national d'adaptation, il a l'avantage d'avoir un aspect assez pratique. C'est ce que j'indique à droite là dans la slide. C'est vrai qu'il s'empare finalement des sujets un peu du quotidien et il tente de donner des indications, mais plus que des indications, encore une fois, des leviers, des moyens d'action aux acteurs pour qu'ils finalement réfléchissent à la manière de s'adapter à ce plus 4 degrés. C'est tout ce qui va structurer la proposition du plan national d'adaptation, le plus 4 degrés. Et donc, c'est vrai que grâce au PNAC, aujourd'hui, on a un cadre de réflexion et d'action commun, je pense, en tout cas pour les territoires avec lesquels moi je vais travailler, qui va booster clairement l'envie d'agir et puis peut-être aussi inspirer d'une certaine manière, c'était ce qui était dit dans le chat, un certain nombre d'acteurs infranationaux. Du coup, ça se traduit... Non, ça se traduit comment concrètement pour les collectivités? Est-ce que toi, tu as déjà vu un peu ça? Tu t'échanges avec des collectivités qui te parlent de ces sujets? Absolument. Du coup, il y a un grand nombre de mesures dans le plan national qui sont assez nombreuses. Je ne les évoquerai pas toutes, mais j'ai décidé effectivement d'en mettre en avant 3. Donc, la première mesure que je cite là, c'est la mesure 23 qui est
comment on fait en sorte que la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, s'intègre dans les documents de planification. Alors, les documents de planification, je ne sais pas si autour de la table numérique, tout le monde voit de quoi il s'agit, mais c'est des documents très structurants pour nos territoires qui sont là pour dire comment on aménage le territoire, comment on peut urbaniser ou pas urbaniser à certains endroits. Et donc, ces documents de planification sont obligatoires dans un certain nombre de collectivités. C'est là que de dire l'aménagement doit être adapté à plus 4 degrés à partir de maintenant devient quelque chose d'intéressant parce que toutes les réflexions, tous les projets, toutes les démarches d'aménagement d'un territoire doivent intégrer cette dimension-là désormais. Donc là, il y a un décret qui est en consultation sur le sujet. C'est pas encore tout à fait opérationnel, mais ça le sera bientôt. Donc ça va changer aussi la donne. Les acteurs publics, en tous les cas, vont certainement devoir prendre en compte ce plus 4 degrés à partir de cette mesure-là notamment. Il y a une autre mesure qui est importante, qui est intéressante, que je connais bien, c'est la mesure 25 qui propose de mettre en place une mission adaptation, un service d'accueil, d'orientation des collectivités. J'en parlerai un peu plus en détail dans la partie solutions. Et donc, c'était une demande très forte des collectivités d'être accompagnées, d'être appuyées via du conseil humain. C'est aussi ça qui peut rassurer les acteurs. Ils ont besoin d'être épaulés, c'est normal, face à un sujet extrêmement complexe. Et donc là, on a un certain nombre de collègues dans le cadre de la mission adaptation qui peuvent aider les territoires à agir et à engager des démarches. Puis la mesure 41, alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais malgré tout, elle est intéressante par rapport aussi au sujet des entreprises, qui peut-être intéresse beaucoup de gens ici. Il y a un certain nombre d'outils et d'informations qui sont proposés ou qui vont l'être dans ces prochains mois et prochaines années pour les aider à s'adapter au changement climatique. Et il y a notamment un outil là, de la BPI qui a été mis en place il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Diag Adaptation, qui permet à des entreprises de s'engager dans un diagnostic de leur vulnérabilité face au changement climatique. Et donc, c'est un des outils dont il est question dans cette mesure-là. Voilà. Ok, je vais vous mettre, merci Nicolas, je vais vous mettre le lien de Diag Adaptation si jamais, parce qu'on l'a là sur la présentation. Je vous le mets dans le chat. Du coup, concrètement, Nicolas, sur la mesure 41, ça veut dire que chaque collectivité, en fonction des enjeux sur son territoire, va devoir mettre des informations à disposition des entreprises pour qu'elles puissent s'adapter en fonction des enjeux rencontrés. Là, pour ce qui est de Diag Adaptation, c'est un outil dont peuvent se saisir les entreprises volontairement. Il n'y a pas nécessairement d'interaction avec la collectivité. J'en parlerai plus tard Et malheureusement, ouais. ça me fait une transition d'ailleurs, malheureusement, le PNAC dit plein de choses bien, mais avec assez peu de contraintes. Et notamment sur les boîtes, on espérait que les opérateurs d'intérêts vitaux, donc les gens qui font du transport, de l'électricité, l'alimentation, la médecine, tu vois, ce genre d'industrie-là, soient obligés de s'adapter, de dire, enfin en tout cas de faire une étude de vulnérabilité. Et c'est un truc qui a sauté dans le cadre des concertations autour du texte. Donc aujourd'hui, des entreprises peuvent. Certaines sont plus ou moins poussées par la réglementation européenne quand elles y sont encore éligibles, la fameuse CSRD. Mais globalement, il y a peu de contraintes aujourd'hui sur les entreprises pour faire ça. Et c'est vrai, Antoine, tu as raison de dire qu'on ne peut pas être que enthousiaste vis-à-vis de ce qui se passe avec ce PNAC et en France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même sortait un rapport de I4CE, I4CE, que vous connaissez peut-être, qui est un think tank qui réfléchit sur ces questions de moyens dédiés à la transition écologique et à l'adaptation en particulier. Et évidemment, il pointe le fait que les moyens ne sont pas suffisants pour l'adaptation au changement climatique. Voilà, je travaille pourtant pour une organisation liée à l'État, mais tout le monde sait que ces moyens sont pas suffisants aujourd'hui. Malgré tout, voilà, nous, à notre niveau, au niveau du CEREMA, on tente d'accompagner autant que faire se peut les collectivités qui nous contactent. Merci Nicolas. Je sais que de votre côté aussi, Antoine, vous travaillez de plus en plus sur ces sujets d'adaptation. C'est quoi un peu la perception du sujet par les acteurs économiques? C'est ce que j'ai essayé de vous résumer dans la slide d'après. L'adaptation par rapport à l'atténuation, elle a quand même pas mal d'avantages dans la manière qu'ont les boîtes de le prendre en compte. Il faut quand même se souvenir que l'adaptation, c'est des efforts qu'on va faire à notre échelle en tant qu'entreprise, en tant qu'État, en tant que citoyen. Mais les conséquences, elles sont globales. Donc, on peut toujours être tenté d'être le passager clandestin et de ne pas faire. L'adaptation, ça a le mérite d'être beaucoup plus compatible avec notre système économique parce que j'investis
aux marges de mon État, de mon département, de mon entreprise ou même de chez moi, et je vais en tirer des bénéfices personnellement. Ma maison est mieux protégée, je paye moins quand il y a une inondation. Donc ça rentre dans le système économique des boîtes beaucoup mieux. C'est une grille d'analyse de risque qui existe déjà aussi. Décarboner, c'était fondamentalement une nouveauté il y a 20 ans, 30 ans pour des entreprises pour lesquelles ce n'était pas un sujet, c'est gaz invisible. Là, dire il y aura plus de risques, il y a une gouvernance, on sait comment ça marche, il y a quelqu'un dans l'entreprise, notamment la grande, qui est en charge de gérer les risques cyber et les risques climat déjà. Et puis le dernier point intéressant, c'est que si l'adaptation dessine des risques, pour des entreprises, ça dessine des opportunités. Et si je suis, je ne sais pas moi, la dernière entreprise parmi mes concurrents qui opère quand il fait très chaud ou quand il y a peu d'eau, j'en tire des bénéfices économiques. Si je suis le dernier resto ouvert du coin sans eau parce que j'ai un système de récupération d'eau, hop, j'en gagne. Donc, c'est plutôt un bon objet, je dirais, pour l'entreprise. Il y a des limites quand même. D'abord, c'est la tentation du court terme. C'est quand même cher de s'adapter la plupart du temps si on veut faire des choses qui transforment un peu. Et donc, je peux être le dirigeant qui me dit, si ça n'arrive pas dans les 3-4 ans, j'ai d'autres prios. D'ailleurs, je serai peut-être plus là dans 3-4 ans, la fameuse tragédie des horizons. Il y a le rôle que je caractérise d'ambivalent des assurances et de l'État, parce que plus les assurances ou l'État, via le régime de catastrophe naturelle, va couvrir les gros événements, plus tu peux être tenté, toi, en tant qu'entreprise, de dire, ça augmentera un peu mon assurance, ou alors l'État prendra quand il y aura un gros pet, et donc je ne vais pas trop me préparer. Donc évidemment, plus on couvre, plus on limite les incentives, les incitations au changement. Un point intéressant, c'est que la gouvernance n'est pas très claire. Dans certaines boîtes, c'est un peu le patron, la patronne RSE qui s'en occupe. Dans d'autres, c'est la finance. Dans d'autres, c'est les RH. Ça peut être la supply, donc les achats, comme tu l'as mentionné. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas qui au CODIR s'occupe de ça. Et ça, c'est quand même pas dingue. Et puis, l'adaptation, on va y venir sur ça juste après, elle peut être rentable, elle peut avoir un retour sur investissement positif, mais au sein d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, je te demande d'investir pour que demain te coûte moins cher qu'il ne t'aurait coûté. Donc, c'est pas comme, je sais pas moi, la transformation digitale qui est incrémentale. On parle de moins souffrir. Donc, c'est toujours un peu plus. On va y venir justement à ce sujet, parce que vous faites beaucoup ça, vous faites beaucoup de diagnostics, etc. Comment toi, derrière, tu convaincs les entreprises aussi de concrètement passer à l'action et de ne pas rester dans cette inaction, avec ce prisme coût, mais peut-être pas que d'ailleurs? Alors, le prisme coût joue. Il y a des prismes autres. Ça peut être les victimes, typiquement, d'accidents du travail ou des choses comme ça. Il y a quand même des boîtes qui bougent. Je vais vous donner quelques exemples de boîtes avec lesquelles on travaille ou pas. Le premier truc, si on dit qu'on veut montrer que l'adaptation est rentable, donc à un retour sur investissement, c'est de regarder combien coûtent les effets du changement climatique. Parce que du coup, plus ça coûte cher, plus ta mesure d'adaptation va être facilement rentable, même si elle est un peu chère. Et là, c'est un travail qui a été fait par l'ONU cet été et que je trouve intéressant. Ça montre sur 20 ans l'évolution des coûts directs et indirects du changement climatique. Donc en vert bleu, là, vous avez les coûts directs. Ceux dont on parle souvent quand on dit c'est assuré, c'est pas assuré. Et donc là, c'est vraiment, il y a un événement climatique, ça détruit un bâtiment, c'est très, très direct. Et puis vous avez en violet ce qu'ils appellent les coûts environnementaux et sociaux. Et donc, c'est en fait tous les coûts indirects. Le fait que il y a une tempête, ça veut dire que l'école elle ouvre pas pendant 5 jours. Si l'école elle ouvre pas, ça fait ci, ça. Une route est détruite, ça veut dire qu'il y a telle entreprise qui se met au chômage technique pendant tel temps, etc., etc. Une forêt qui rendait tel service économique ne les rend plus. Et donc, en mesurant, là, c'est vraiment du pur économique. C'est pas le coût de la biodiversité. On passe de quelque chose qui est de l'ordre de 200 milliards par an à quelque chose qui passe à 2000 milliards par an, à 2 trilliards, à 2 trillions. 2 trillions, c'est de l'ordre on parle dans le monde, c'est de l'ordre du PIB de la France, un petit peu moins. Donc, on commence à être sur un truc qui est plus ridicule. Tu vois, tu es sur 2% du PIB mondial, 1,5%, 2%. Donc, évidemment, si on arrive à bien calculer ces coûts complets du changement climatique, si j'arrive à réduire les effets du changement climatique, j'agis à la fois sur le bleu et sur le violet. Et donc, évidemment, ça a un impact. Donc, il y a des études un peu macro comme ça. Évidemment, c'est très macro. Et après, je vous ai pris quelques exemples dans les slides d'après de choses qui peuvent avoir lieu. Oui, alors 2 mots quand même. Nos amis du GIEC font le boulot de définir ce que c'est qu'une bonne adaptation, une adaptation efficace. Et ils disent 3 trucs. Ils disent 1, ça doit réduire ton exposition aux événements climatiques. Donc, quand il y a un événement climatique, tu dois moins en souffrir. D'accord ? 2, ça peut aussi travailler sur la résilience post-événement. Ça, c'est quelque chose de très important qui est globalement peu traité aujourd'hui. À quelle vitesse tu es capable de relancer ton entreprise après l'événement qui a eu lieu. Donc ça veut dire avoir des backups, avoir des plans B, peut-être être moins dépendant d'un certain nombre de fournisseurs. Et le dernier point, c'est qu'on veut éviter ce qu'on appelle la maladaptation. Donc la maladaptation, c'est qu'en essayant de te protéger d'un des effets du changement climatique, soit tu te crées une nouvelle dépendance, climatique ou pas, soit tu empires le problème à court ou moyen terme. Le truc connu, c'est la clim si elle est mal utilisée, c'est-à-dire si on met tous des clims tout le temps comme unique réponse, court terme, on réchauffe dehors, parce que s'il fait frais chez vous, c'est que vous mettez du chaud dans la rue. Or, il y a des gens qui passent dans la rue. Et puis, moyen terme, on consomme beaucoup d'électricité et donc on contribue au réchauffement climatique. Attention, ça ne veut pas dire
pas de clim, ça peut pas être ça la réponse. Il y a des endroits où on en a besoin. Vous pouvez penser aux écoles, vous pouvez penser aux hôpitaux. Par contre, dans un pays comme le nôtre, la réponse peut pas être de la clim tout le temps. Et donc, rien n'est une bonne ou une mauvaise adaptation, entre guillemets. C'est un continuum. Tout est un peu maladaptation. Tout va forcément créer des effets de bord, sinon on le ferait. Il faut minimiser ces effets de bord. En bas, c'est un exemple au Bangladesh où, pour se protéger de la montée des eaux, ils rehaussent certaines maisons sur pilotis. Donc, ils se protègent de la montée des eaux. Mais évidemment, ils s'exposent à un nouveau risque climat qui sont les tornades, qui font que ces maisons sont très, très fragiles. Donc, c'est un autre exemple où on est obligé de faire des arbitrages comme ça. Et est-ce que du coup, ça nous fait une bonne transition aussi, est-ce que tu as des exemples plutôt au niveau des entreprises de une bonne adaptation, une mauvaise adaptation, Ouais. ce qui est mis en Alors, place? 3 exemples rapides. Le premier, c'est dans les secteurs très exposés. Donc là, on va parler livraison de nourriture, en l'occurrence en haut, et bâtiment. Et vous avez 2 exemples extrêmes. À Dubaï, on décide que quoi qu'il se passe, même quand il fait très chaud, on veut pouvoir se faire livrer de la nourriture. Faire ça, ça veut dire mettre en place un certain nombre de systèmes pour protéger les livreurs. Et ce bus que vous voyez, c'est pas un bus de livraison, c'est un bus qu'on met sur un parking. Il y en a une dizaine chaque année maintenant dans les pays du Golfe. Ils mettent le contact, ils font tourner la clim toute la journée, et ça sert de zone de repos aux livreurs. Donc, c'est évidemment une solution d'adaptation qui marche en ceci qu'elle offre de la fraîcheur aux livreurs. Ça n'empêche pas les livreurs d'être très exposés aux risques climatiques. Et donc, évidemment, c'est très, très imparfait. Mais voilà, dans un secteur climatique, dans un secteur exposé, si on ne change rien, on peut être tenté de faire ce genre de choses. L'extrême inverse, c'est en France, où depuis maintenant un an et demi, il y a un décret qui dit que quand on est en vigilance orange ou rouge de canicule, les salariés du BTP peuvent se mettre au chômage technique. Donc, un peu comme à l'époque du Covid, être indemnisé en partie du travail alors qu'ils ne travaillent pas et donc pouvoir s'arrêter. Donc, voilà 2 extrêmes. On peut faire comme si de rien n'était et juste mettre des solutions techniques. On peut carrément arrêter les opérations dans certains cas. En France, il n'y a pas de température maximale pour travailler unique. Peut-être que ça arrivera. Et au milieu, vous avez plein de choses qui peuvent avoir lieu. Il y a notamment des entreprises qui installent des bases fraîcheur, évidemment, dans leur base vie sur les chantiers. Il y en a d'autres intéressantes qui, quand le chantier est en ville, décident, au lieu d'installer une base vie qui coûte un peu d'argent et de la fraîcheur et de la clim, décident de passer des deals avec les commerçants du coin, disant si la personne est du chantier, est-ce que vous lui offrez un verre d'eau et un peu de fraîcheur, et moi en échange, entreprise, je vous paye un peu, tu fais tourner l'écosystème local, tu intègres ton chantier dans ta ville. Enfin, il y a des trucs comme ça un peu intéressants. Donc, regardez les secteurs les plus exposés, c'est une reco. Vous pouvez penser aux techniciens de maintenance en extérieur, vous pouvez penser aux livreurs de genre UPS, FedEx ou Colissimo. C'est un endroit où vous pouvez trouver des sources d'inspiration pour votre entreprise. Ouais. Et on voit sur ton premier exemple, et j'espère que ce ne sera pas votre source d'inspiration, mais ça fait bien le lien avec ce que disait Nicolas, faut essayer d'éviter aussi toutes les mesures qui sont incompatibles avec l'atténuation et qui en fait vont juste ne faire qu'aggraver la situation sur le long terme. Et puis on voit qu'il faut tirer le fil. Il faut tirer le fil de est-ce que j'ai envie d'être livré, quelles que soient les conditions de température et de pression. Ça se discute aussi, tu vois. Donc ça implique plein de choses, y compris de la réglementation et de la loi. L'autre exemple rapide, c'est le pont que vous voyez là à droite. C'est un pont qui était 2024 à New York, qui est un pont qui pivote, qui s'appelle le Third Avenue Bridge entre le Bronx et Manhattan. Et il n'a pas réussi à pivoter en position retour. Donc, normalement, il pivote pour laisser passer les bateaux parce que la chaleur l'avait étendu. Et donc, ça a bloqué le pont pendant toute une après-midi. Les matériaux s'étaient un peu étendus. Et on a dû consacrer des pompiers qui avaient peut-être autre chose à faire, à arroser le pont, comme vous le voyez par en dessous, dans l'espoir que ça contracte. Et effectivement, au bout de quelques heures, ils ont réussi à le remettre en position. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un excellent exemple de dépendance un peu cachée pour une entreprise. On peut imaginer qu'à Manhattan, il y avait des immeubles très bien adaptés pour travailler en conditions de forte chaleur, qui là se sont juste rendus compte qu'à cause d'un pont défaillant, leurs collaborateurs ne pouvaient pas venir travailler. Et en fait, cette dépendance un peu cachée, historiquement, quand on parle d'adaptation d'une entreprise, on parle d'exactement ce que tu as dit en intro, Mathilde. Tes collaborateurs, ton process de production. Après, souvent, on rajoute sa chaîne de valeur, parce que ça, on est habitué. Si mon fournisseur ne me livre plus, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on rajoute une dimension fondamentalement nouvelle avec l'adaptation, c'est ton territoire. Est-ce que tu es dans un endroit où les infrastructures tiennent? Est-ce que tu es dans un endroit où, quand il fait chaud, les écoles arrivent à ouvrir? Parce que typiquement, elles ont soit une clim, soit une bonne aération, soit des dispositifs malins. On l'a vu en juin. Heureusement, c'était la dernière semaine de juin. Il y avait plein d'écoles qui étaient à moitié fermées, ou en tout cas pour les enfants plus âgés. Mais les crèches, les écoles maternelles, les écoles primaires ont pour la plupart décidé, en tout cas une bonne partie, décidé de fermer à l'heure du déjeuner dans les jours où il faisait trop chaud. Tu fais quoi quand tu es collaborateur d'une boîte? Alors, sur des populations de col blanc qui télétravaillent, tu jongles un peu. Mais si tu es caissier, si tu es chauffeur Uber, tu peux pas, tu as tes enfants sur les bras, quoi. Donc, cette dépendance aux infrastructures, et pas seulement aux infrastructures techniques, mais aux infrastructures sociales, c'est un prisme fondamentalement nouveau que les entreprises doivent, regarder, et deux, peut-être régler ensemble. Tu peux avoir plusieurs boîtes qui dépendent d'une même infrastructure qui ont un intérêt à ce que l'école soit bien adaptée, typiquement. Et il y aura là-dedans des territoires adaptés qui seront probablement gagnants à court terme et des territoires mal adaptés qui seront assez objectivement perdants avec des gens qui partent, des entreprises qui partent.
Ce sera peut-être un enjeu justement de collaboration entre collectivités et entreprises. Exactement. Et pour ça, on n'a pas trop la gouvernance qui marche aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est mon dernier exemple. C'est une mission qu'on a fait pour un acteur qui envisageait de se porter acquéreur d'une voie ferrée dans le sud de la France et qui était face au fait que les coûts de maintenance et notamment de débroussaillage augmentaient de manière très importante. Et donc, il voulait savoir comment il pouvait essayer de maintenir ça sous contrôle, voire de le réduire. Et donc, on les a aidés scientifiquement avec nos modèles climat et sur le terrain à identifier les hotspots de départ de feu. Donc, ils débrousaillaient beaucoup pour éviter les départs de feu. Or, un départ de feu, c'est pas juste qu'il y a de la broussaille, c'est souvent que c'est un endroit où un train freine, ça fait des étincelles. Et puis, c'est un endroit où il faut qu'il y ait une forêt à côté, il faut que les vents dominants amènent vers la forêt. Il y a comme ça plein de critères que tu peux identifier. Et ça nous a amené à dire, il y a ces points orange et rouge qui sont ceux où il y a un vrai risque. Donc là, il faut passer très souvent et probablement plus souvent encore qu'aujourd'hui. Mais en revanche, il y a des endroits où si vous laissez un peu plus pousser la broussaille, c'est moins grave parce qu'il y a beaucoup moins de risques. Et donc, on arrive comme ça à remettre l'effort au bon endroit, garder les coûts de maintenance qui sont des coûts qui augmentent beaucoup pour beaucoup d'entreprises et en particulier ceux qui ont comme ça des actifs linéaires et prendre les bonnes décisions. Et donc, les coûts de maintenance qui étaient sous le radar historiquement parce que c'était pas très important, quand ils commencent à faire x2, puis x2, puis x2, puis x2, tu les trouves chers et là, tu commences à les optimiser et c'est ça qu'on a essayé de faire. Mais ça donne une connaissance à la fois terrain, le train qui freine, ce genre de choses, et modèle climatique pour être capable des vents dominants. Et donc, il faut faire se parler ces deux mondes et c'est pas toujours facile et c'est ce qu'on essaie de faire chez AXA Climate. Merci beaucoup, Antoine. Vous nous avez demandé dans le chat des exemples concrets. Je pense qu'on en a eu pas mal là de ce qui pouvait être fait en entreprise. Est-ce que, Nicolas, tu veux bien reprendre le relais pour nous parler un peu d'exemples concrets et d'adaptation, notamment du côté des territoires? Très bien, ouais. Et c'est intéressant parce que ce que présentait aussi Antoine là, en introduction avec les opportunités et les menaces ou limites pour les entreprises, finalement, on peut assez facilement aussi les réutiliser pour les collectivités sur un certain nombre d'aspects. Je pense notamment aux problèmes de gouvernance que tu évoquais. Là aussi, dans les collectivités, très souvent, le sujet étant nouveau, pas nécessairement bien compris, on voit aussi que l'organisation de la collectivité n'est pas tout à fait adaptée pour pouvoir le traiter de manière systémique, là aussi. Donc, c'est aussi intéressant de constater que voilà, on a un peu les mêmes difficultés finalement avec les territoires. Alors, justement, pour faire face à ces difficultés, pour aider les collectivités territoriales à s'engager dans une démarche, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit plus opérationnelle. Il y a maintenant quasiment 2 ans, le ministère et puis les opérateurs de l'État, dont fait partie le CEREMA, se sont dit qu'il fallait créer un dispositif pour appuyer, orienter en fait les collectivités qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Encore une fois, il est complexe, pas nécessairement bien appréhendé par les élus. Et donc, l'idée avec la mission adaptation qui a été créée il y a maintenant 1 an à peu près, c'était de dire les opérateurs de l'État, il y en a un certain nombre qui travaillent sur ces sujets de l'adaptation, l'ADEME, Météo France, l'OFB, les agences de l'eau, la NCT, la NAP, la Banque des territoires. Bref, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a derrière chacun de ces acronymes, là encore, mais l'idée, c'était de dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur le sujet et il faut les mettre autour de la table, en tous les cas autour d'un nouveau dispositif pour que les collectivités, ça leur facilite les démarches, qu'elles n'aient pas à contacter un tel, puis un tel, puis un tel pour savoir comment techniquement elles allaient pouvoir engager un projet, puis ensuite comment sur le plan financier elles allaient pouvoir le financer, et que donc il fallait un point d'entrée unique. Et c'est vraiment l'objectif de la mission adaptation. Donc il y a un site internet qui existe, que vous voyez là apparaître en haut à droite, mission-adaptation.fr, qui permet à toute collectivité, que ce soit un élu, un technicien, de contacter la mission et de lui dire quel est son projet. Et à ce moment-là, on a, nous, des collègues CEREMA et ADEME en particulier, en région, qui vont être en capacité d'orienter la collectivité vers le bon dispositif, vers éventuellement le bon outil ou la bonne méthode, parce que là aussi, il y en a un certain nombre. On pourrait passer tout un webinaire à les citer. Évidemment, on va faire ça. Mais l'objectif, c'était aussi de rendre, d'une certaine manière, plus lisible l'articulation entre ces différentes offres des opérateurs. Donc ça, c'est un objectif, disons, plus interne des opérateurs, mais on voulait et on y est parvenu que les collectivités n'aient pas finalement à faire face à ce foisonnement d'outils, de dispositifs qui existent.
Et donc là, on a ces collègues qui, eux, font la traduction, en quelque sorte, des dispositifs pour les collectivités en fonction de leurs besoins. Donc, il y a un échange qui se crée avec les collègues en région et avec des collectivités qui sont diverses, hein, que ce soit en France métropolitaine ou dans les Outre-mer, pour éventuellement les orienter, si ça répond bien à leurs besoins, vers le bon dispositif, le bon outil. Merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton programme? Je pense que c'est la suite de… Ouais, c'est ça. Et donc, derrière la mission adaptation peut arriver, si vous voulez, un accompagnement d'un opérateur. Ça va être le cas avec le CEREMA pour un programme qui s'appelle Territoire adapté au climat de demain. On va proposer à des collectivités qui souhaitent s'engager dans des démarches stratégiques, de construire une stratégie, un plan d'action de mon territoire à plus 4 degrés. On peut leur proposer un accompagnement sur 18 mois qui est payant, hein, évidemment, il faut le signaler, c'est important, pour toute collectivité qui souhaiterait justement pouvoir transformer aussi son territoire, mieux appréhender ce changement climatique et y faire face. Pourquoi pas également sur des aspects beaucoup plus spécifiques, parce que là, moi, je parle d'un accompagnement territorial, mais en vérité, on peut au CEREMA aussi travailler sur des thématiques où on a une expertise particulière. Je pense notamment aux infrastructures. Antoine en parlait là aussi, sur les infrastructures routières, ferroviaires, sur les ponts. Le CEREMA peut travailler dans le cadre de ce programme avec les collectivités pour les aider à bâtir un plan d'action pour toutes les infrastructures du territoire devant être adaptés au changement climatique. Par exemple, on a un certain nombre de départements aujourd'hui qui gèrent des routes qui, dans le cadre de ce programme, donc ont souhaité tout simplement construire une stratégie, un plan d'action pour faire en sorte que leurs infrastructures routières tiennent le coup, face à un changement climatique qui va devenir de plus en plus présents sur leur territoire. Et donc, on a en tout, là, aujourd'hui, 23 territoires qui sont accompagnés par le CEREMA, que ce soit sur des approches globales, territoriales, donc qui embrassent l'ensemble des politiques publiques, ou sur des approches plus thématiques. Donc, j'ai cité les infrastructures, mais on travaille aussi sur le bâtiment, l'aménagement urbain, la gestion de la ressource en eau et la réduction des risques naturels. Voilà, donc ce programme-là, il est en cours, et puis évidemment, nous, ça nous permet aussi d'asseoir des méthodologies pour accompagner d'autres territoires au-delà des 23 qui sont déjà engagés. Ouais. Et pour boucler un peu la boucle, Ouais. On a pas mal de personnes là qui travaillent plutôt dans des entreprises, ouais. Et là, comme je disais, moi, je suis pas c'est la slide d'après, je suis pas nécessairement le mieux placé pour en parler, mais malgré tout, c'est vrai que quand on travaille avec des territoires, forcément, il est question de mobilisation des acteurs du territoire et notamment des acteurs économiques. Donc, c'est un gros enjeu pour les collectivités territoriales, enjeu face auquel elles sont pas nécessairement là aussi bien outillées. Hein, on sait, ça dialogue pas toujours très bien, ou en tout cas, on se comprend pas bien entre acteurs économiques et acteurs publics au niveau local aussi. Et donc, c'est vraiment une difficulté auquel doivent faire face les collectivités. Comment j'arrive à mobiliser ces entreprises pour qu'elles aussi, finalement, prennent en considération l'adaptation au changement climatique, peut-être les inciter aussi à définir des plans d'adaptation. Enfin, en tout cas, Antoine en parlait et on parlera certainement aussi après. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille au CEREMA, mais pas que. L'ADEME aussi est très ancré, je dirais, sur la manière dont les collectivités peuvent travailler avec les entreprises, notamment sur ces aspects adaptation. Et donc, aujourd'hui, on a une expérimentation qui est en cours. Donc, je n'en dirai pas beaucoup plus que ça parce que finalement, on attend aussi de voir les résultats. Mais cette expérimentation, elle est menée avec le Grand Poitiers et Toulouse Métropole pour faire en sorte que ces collectivités-là déploient finalement une démarche de sensibilisation, de mobilisation des acteurs économiques et les incitent à se mettre autour de la table et dialoguent entre elles aussi, les entreprises, pour peut-être s'inspirer les unes les autres et créer une sorte d'émulation positive autour de l'adaptation au changement climatique. C'est là aussi peut-être une opportunité que citait Antoine, de dire à l'échelle d'un territoire, on peut s'entraider et peut-être même construire ensemble des actions pour faire face au changement climatique. Ouais. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui montre la collaboration entreprise-territoire. Il y a un certain nombre d'exemples que vous pourrez trouver sur le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, là, qui est aussi cité en bas de cette slide. C'est vraiment le site de référence sur le sujet qu'on opère côté CEREMA, donc n'hésitez pas à aller voir.
On vous met le lien dans le chat. Merci Nicolas. Je propose qu'on avance un peu sur la troisième partie. On a pris un petit peu de retard, mais ça me semblait nécessaire de ne pas vous couper. C'était super intéressant tout ce que vous avez dit. On va parler plus un peu solutions et leviers d'action sous le prisme notamment de l'acculturation des salariés. Donc en quelques mots et ensuite je repasserai la parole à Antoine sur le sujet. Mais ça nous semble important aussi de mentionner le fait que ces sujets-là, comme tu le disais Antoine tout à l'heure, on ne sait pas bien qui les prend en main. Est-ce que c'est la direction générale? Est-ce que c'est les services RSE, les services achats? Et en fait, il va falloir que ce soit des sujets qui soient adoptés par l'ensemble des équipes des entreprises ou sur des collectivités. Tout comme on a, quand il y a eu un peu cette transition sur l'utilisation du digital, et ben, au fur et à mesure, on a acculturé les personnes à utiliser de plus en plus le digital. Il va peut-être y avoir la même chose sur l'intelligence artificielle. En tout cas, il va falloir sur l'adaptation que tout le monde s'approprie ces sujets-là et l'intègre dans ses gestes du quotidien, dans ses décisions. Il va falloir que ce soit plus uniquement la responsabilité des personnes à la RSE. Et puis, c'est important d'acculturer aussi les salariés pour pas créer de réticence, de frein, et qu'on soit encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'adaptation, c'est aussi de pas être uniquement dans la réaction, mais justement d'anticiper les changements, d'anticiper ce qui va se passer sur nos pratiques, sur notre chaîne d'approvisionnement, de production, etc. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait un sujet assez important à aborder. Est-ce que Antoine, tu veux dire un mot sur cette partie culture de l'adaptation? Très vite, cette partie culture pour l'incarner, parce qu'effectivement, on dit souvent que c'est important, mais pensez à ce qu'on apprenait à l'école sur les Japonais et les mesures anti-séisme. Il y avait à la fois le fait qu'ils avaient des immeubles plus solides que nous, mais il y avait aussi cette idée que les enfants, quand ils entendaient une alarme, étaient habitués à se cacher sous les tables. Il va y avoir les deux composantes. L'adaptation, elle va être à la fois technique, et puis il va y avoir un aspect comportemental, culturel. Vous pouvez penser par exemple à ce qui s'est passé à Valence il y a maintenant un an. Les gens ont globalement pas respecté les alarmes. D'une part, elles sont parties trop tard de ne pas sortir de chez soi, mais en plus, des gens ont dit oui, bon, il va pleuvoir, on est parti. Une fois qu'on est habitué, une fois qu'on sait que quand on est là, vraiment, il ne faut pas sortir, il faut rester chez soi, il faut demander à l'école de garder les enfants, on ne sort pas, on se met moins en danger, il y a moins de victimes. Et le dernier exemple que je trouve intéressant, et je vous le fais en 2 secondes, mais c'est aux Philippines, vous savez, en Indonésie, vous savez, il y a eu ce gros tsunami en 2004, et il existe une petite île sur laquelle il y a eu très peu de victimes. On ne sait pas si c'est 3 ou 5, alors qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes sur l'île, parce que au début du siècle d'avant, ils avaient été victimes d'un tsunami très localisé, et ils s'en souvenaient tous. Et notamment, ils avaient inventé un mot qui est smog, et qui désignait ce moment où la mer se retire avant le tsunami. Et donc, eux l'avaient gardé en tête, ce truc. C'était entré dans le dialecte local de cette petite île. On le mettait dans les chansons pour enfants, on le mettait dans un certain nombre de dessins animés, de trucs comme ça. Et donc, sur l'île, on savait que quand la mer se retire, il faut fuir. Et ce simple fait a protégé littéralement l'intégralité de cette île. L'histoire est devenue tellement connue en Indonésie que le mot est rentré non plus dans le dialecte de l'île, mais dans le vocabulaire indonésien global, et que cette histoire a continué, et que maintenant, on le raconte pour que tous les petits Indonésiens et leurs enfants et leurs petits-enfants, si malheureusement ça devait avoir lieu encore dans 100 ans, comprennent ce genre de truc. Donc cet aspect culturel, c'est à la fois très comportemental, mais culturel au sens aussi des histoires qu'on se raconte, et les choses qu'on garde en tête. Globalement, on appelle ça les infrastructures sociales de résilience. Par exemple, on sait que des quartiers où les gens se parlent entre eux, s'aident, ils résistent mieux à une vague de chaleur que si chacun vit chez soi et qu'on se rend compte que sa voisine ou son voisin est mal en point au bout de plusieurs jours. Et donc, cette idée que ça ne va pas être que des infrastructures physiques de résilience, des digues, des ponts renforcés et des immeubles mieux isolés, mais aussi des infrastructures sociales de résilience sur lesquelles il va falloir qu'on travaille, c'est très important. Et donc, ça faisait écho à ton point sur la partie acculturation des collaborateurs, mais aussi, comme vous le faites, des gens et puis des élèves dans les écoles. Exactement. Il faut que ça devienne en fait des habitudes, que ce soit ancré dans nos pratiques. En 2 mots, parce que je propose qu'on laisse plutôt du temps pour les questions, mais en tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent sur l'acculturation des salariés, des équipes, c'est un peu notre domaine d'expertise chez Ma Petite Planète, parce qu'on s'appuie beaucoup sur la gamification pour justement ancrer ces pratiques-là en nous appuyant sur les leviers de motivation. Donc, ça va être tout ce qui va être gagner des points, jouer en équipe, être actif dans la sensibilisation. Donc, on est acteur de ces changements, on expérimente pour passer à l'action. Et donc, tout ça, tous ces leviers de motivation qu'on va activer via le challenge qu'on a créé, ça va avoir un effet sur l'engagement, sur la motivation, le travail d'équipe et, in fine, des résultats sur comment on agit en lien avec ces enjeux, donc comment on s'adapte, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle.
Et donc, on a, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ont entendu parler du webinaire via d'autres canaux que ceux de Ma Petite Planète, on a créé un challenge de 3 semaines autour de défis écologiques et RSE en général. On a co-construit des défis, notamment autour de l'adaptation avec la Climate School, et on co-construit beaucoup de défis avec différents acteurs de l'écosystème. Donc voilà, on parle RSE, on parle beaucoup d'atténuation, mais on parle aussi d'adaptation. Donc si ça vous intéresse de tester un format autour de défis écologiques pour vos salariés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais peut-être pas vous faire toute la partie théorique et de comment on a construit ça, mais si ça vous intéresse, on a des webinaires dédiés sur le sujet qui expliquent ça en long, en large et en travers, et qui expliquent aussi les résultats qu'on arrive à obtenir à la fois sur la montée en compétences, le fait que les personnes s'impliquent sur ces sujets et que ça crée du lien, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de changer un peu les normes et de faire en sorte que ça devienne des sujets dont on parle, des sujets qui soient fédérateurs, des sujets sur lesquels on est d'accord. Voilà un peu côté Ma Petite Planète. Je propose qu'on passe vite à la conclusion pour avoir un tout petit peu de temps pour vos questions. Peut-être juste avant la conclusion, si jamais il y a des personnes qui doivent partir, il y a mes collègues Hélène et surtout Maria Fernanda qui sont en coulisses et que je remercie très chaleureusement parce que c'est grâce à elles que ce webinaire a lieu, et c'est elles qui ont œuvré en coulisses pour tout orchestrer, pour tout préparer, le sujet, le contenu, etc. Donc un grand merci. Et Hélène a mis un petit formulaire dans le chat pour savoir un peu si ce webinaire vous a plu, si ça a répondu à vos questions, et aussi si vous avez des questions pour nos intervenants, s'il y a des ressources qui vous manquent, si vous voulez prendre contact avec eux, n'hésitez pas à répondre à ce petit formulaire. Comme ça nous permet de faire des mises en relation et surtout de savoir si les contenus proposés via ces webinaires vous intéressent. Ceci étant dit, conclusion en 2 mots, et je vous laisserai partager aussi vos conclusions, Nicolas et Antoine. Moi, ce que je retiens, c'est pas d'adaptation sans atténuation. J'ai bien aimé aussi ce que tu as dit, Antoine, sur le fait que l'adaptation, c'était très concret, très tangible pour les entreprises aussi, et que en fait, il faut s'en saisir parce que ça a des effets directs sur leur activité, et que il fallait essayer de réduire à la fois son exposition, mais aussi sa résilience post-événement, et essayer de pas mettre en place des choses qui sont contre-productives, qui vont engendrer des mauvaises adaptations. Moi, c'est ce que j'ai retenu de vos interventions. Est-ce que vous voulez conclure sur ce sujet, Nicolas et Antoine? Je vous laisse le mot de la fin. Allez, moi j'en prends un. Un mot important pour les entreprises, c'est de sortir ce sujet-là du sujet écologie et plus largement RSE. C'est un sujet de business, c'est un sujet de résilience des boîtes, de continuer à opérer. Et en fait, comme il est porté parfois par des gens qui ont aussi porté des sujets de décarbe, et ben c'est coloré et ça prend en tout cas, c'est le même orateur si tu veux, et donc ça vient avec ce poids-là. C'est un sujet qui est intrinsèquement business. À la limite, on pourrait convaincre des climato-sceptiques, on peut se foutre des origines du changement climatique et quand même agir sur l'adaptation. Donc c'est très important et ça prend du temps. C'est pas évident si vous êtes habitué à parler des sujets climat dans votre entreprise d'être écouté sur autre chose. Et donc il faut vraiment prendre le temps de montrer que c'est un sujet d'opération, in fine, et de rentabilité, et pas seulement un sujet de climat et de décarbe, et de faire en sorte de continuer à vivre dans un monde habitable, même si évidemment cet enjeu-là aussi est central. Merci Antoine. Nicolas? Oui, peut-être un sujet pour les territoires, du coup, clairement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de projets, d'actions, de démarches qui sont déjà menés par des collectivités. Il y en a qui sont en avance sur le sujet, parce que parfois, elles n'ont pas le choix, en vérité, parce qu'elles ont déjà été confrontées finalement à des aléas très forts du changement climatique. Donc, il y a aussi cette possibilité, quand on est une collectivité, de s'inspirer de ce qui marche ailleurs ou de ce qui ne marche pas, pour faire écho à la maladaptation dont parlait tout à l'heure Antoine. Et puis, il faut avoir en tête que une démarche globale est toujours plus intéressante pour un territoire, en tout cas une démarche, ce qu'on appellerait nous intégrée, c'est-à-dire qui va traiter tous les enjeux du territoire pour avoir cette vision globale sur la base d'un diagnostic des vulnérabilités du territoire. Il faut bien connaître finalement la manière dont le territoire va être touché sur différents sujets, différents aléas, pour ensuite construire un plan d'action qui soit cohérent et qui ne génère pas de maladaptation. Du coup, voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Est-ce que dans le chat, dans les personnes qui ont assisté à ce webinaire, est-ce que vous avez des questions pour nos 2 intervenants?
Ça peut être des désaccords, des témoignages. Exactement. Alors, est-ce qu'on avait des questions que j'ai loupées peut-être dans le chat? Je vais vérifier. Je crois pas. Est-ce qu'on vous a complètement perdu ou alors ils vous ont tous les deux complètement convaincus? On retiendra cette deuxième option plutôt. Je pense. Oui, nous on partira avec cette croyance, en tout cas on essaiera. Bon, merci pour ce webinaire de Anne-Laure. On reste sur cette touche positive. Oui, merci pour ce webinaire. On a bien écouté, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. J'ai eu une info aussi qui recroise et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, confirmation, comme quoi un métier qui a, entre guillemets, de l'avenir, c'est manager de la transition écologique et solidaire. En gros, comment on accompagne, comment on fait bouger la gouvernance et on accompagne les entreprises à adopter, pour des raisons autres que purement philanthropiques. On sait que c'est jamais la première raison, c'est pas leur raison d'être de toute façon. Comment arriver à être légitime dans ce rôle-là? Enfin, quelle meilleure approche ou formation? Personnellement, j'ai déjà une formation commerciale, mais parmi toutes les formations RSE qui existent, je ne sais pas comment en fait passer ce step pour accrocher ce galon de bah oui, je peux accompagner votre entreprise à passer à une nouvelle façon de faire qui soit plus résiliente. Ouais. Moi, je serais prudent là-dessus parce que, alors, manager de la transition écologique, bon, ce qui ressemble un peu au département RSE, en tout cas dans sa partie environnementale, ça a été très, très porteur pendant 3-4 ans. Là, il faut le dire, ça va beaucoup moins bien. Hein. C'est-à-dire, à mesure que la réglementation se relâche, à mesure que d'autres priorités peuvent prendre le pas, comme des enjeux géopolitiques, des enjeux de potentielle crise économique ou de bulles, les entreprises aujourd'hui consacrent moins de moyens. Au sein de cette transition écologique, je pense que les deux jambes que sont réduire nos émissions de gaz à effet de serre et se préparer au changement climatique sont deux jambes qui finalement n'ont pas tant en commun que ça. Et donc, dans les boîtes où il y aura assez de gens, il faudra probablement deux personnes différentes ou deux équipes différentes qui travaillent à ce sujet-là. Donc moi, je dirais qu'il faut pas forcément choisir son camp, mais qu'en tout cas, voilà, ce ne sera pas du tout la même démarche. Et qu'en ce moment, si on est un tout petit peu cynique, entre guillemets, et qu'on se dit, bah, j'ai envie de faire une formation et d'avoir un nouveau job, le sujet qui va monter, je pense, de plus en plus, malheureusement, dans les années à venir, ça va être ce sujet d'adaptation. Donc, évidemment, le sujet de la transition reste très important. La décarbe va continuer à représenter des gros investissements, des emplois et tout. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faut le mettre de côté. Mais en dynamique, là où j'ai l'impression que ça va bouger un peu plus dans les années à venir, c'est plutôt sur cette partie risque. Et donc, du coup, bah, soit on garde ce qu'on sait faire. Hein, si on est commercial, on se met en position de commercial dans une solution, soit de décarbe, soit d'adaptation, soit effectivement, on se reconvertit vers des métiers RSE et on fait valoir ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire convaincre, parler extérieur. Il y a toujours ces deux techniques. Mais je pense que manager de la transition écologique, c'est un tout petit peu large. Merci Antoine. C'est un travail de longue haleine, Olivia, pour convaincre autour de vous. Il faut acculturer, encore acculturer aussi, je pense. Edith? Oui, justement, je pensais en voulant rester en plus dans le côté peut-être opérationnel, parce que moi j'ai besoin effectivement d'opérationnel et d'embarquer, enfin d'avoir des résultats concrets. Je suis plus opérationnelle que communicante à la base. Qu'est-ce qui semble le plus accessible ou aujourd'hui le plus souhaité, à part d'essayer de sensibiliser? C'est dur de vous répondre malheureusement, Olivier, parce que je ne sais pas dans quel genre d'entreprise vous avez bossé. Enfin, avec plaisir pour en discuter un peu sur LinkedIn, mais juste sur base d'opérationnel, il y a tellement de types d'industries différents et de types de métiers différents que j'aurais du mal à vous répondre. Je suis dans l'agroalimentaire, je souhaite y rester. Donc j'ai toute une formation. Il y a plein de trucs à faire dans l'agroalimentaire sur comment ça, on peut en parler. Tout à fait. On peut en parler offline. Il y a Edith qui a levé la main aussi. Edith, je prends ton rôle, Mathilde. Non, pardon, c'est une erreur. Merci beaucoup pour votre présentation. Ce moment classique. Oui. Il faudrait supprimer ce bouton lever la main. Alors, dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu tous les deux, mais il y a eu plein de retours très positifs. On repart avec des exemples très concrets. Merci pour le partage. Merci pour ce partage très intéressant, très instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'était instructif. Merci. Bon, merci. Voilà, je pense qu'on a rempli notre mission. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Si jamais vous en avez qui vous viennent plus tard, vous pouvez toujours retrouver Antoine, Nicolas et moi sur LinkedIn et on se chargera de leur transmettre vos questions si vous avez répondu aussi au petit formulaire qu'a partagé ma collègue Hélène. Et sur ce, encore merci à vous, Antoine et Nicolas, d'être venus. Et puis, je souhaite une bonne après-midi à tout le monde, bon appétit, bon week-end, voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.